Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 novembre et j'ai décidé de faire cette vidéo consacrée à M. Albert Camus qui était né le 7 novembre 1913, c'est-à-dire que hier, c'était sa date anniversaire de naissance. Il aurait eu, il aurait eu 112 ans, voilà. Et donc j'ai voulu lui rendre un hommage parce que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect même, et des voix comme la sienne, aujourd'hui ça manque énormément, ça manque beaucoup. Alors Albert Camus, donc né le 7 novembre 1913 à 2h du matin, Adrine en Algérie, donc Scorpion, ascendant Vierge, avec donc un soleil au Scorpion, Mercure en Sagittaire, Jupiter en Capricorne, Uranus en Verseau, Lune Verseau, Saturne Gémeaux, Pluton 0 degré du Cancer, Mars Cancer, Neptune Cancer et Vénus en Balance. Voilà les positions de son thème natal. Alors Albert Camus est un homme aux multiples facettes, comme vous le savez, philosophe, écrivain, journaliste, militant. Important de le préciser, je vous dirai pourquoi. Romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste. Bref, il a une palette assez large dans son champ d'expression, très très grande. Et cette palette-là, on peut la mettre déjà d'emblée sur le compte de ce Mercure, maître d'ascendant par la Vierge, et maître du milieu du ciel par le destin. Les anciens astrologues disaient que le milieu du ciel était le destin. Alors, on comprend ce qu'il voulait dire, puisque le milieu du ciel, c'est ce vers quoi l'on tend. L'objectif que l'on veut donner à son existence. Comme on dit d'une façon très prosaïque, le secteur de la carrière socio-professionnelle. Bon, voilà. C'est ce vers quoi on veut aller. La position la plus haute. Voilà, l'élévation. Donc, on voit que Mercure est à la fois le maître de l'ascendant qui marque son moi profond et maître de son milieu du ciel. Il dispose également de Saturne et il est dans la maison 3, qui est une maison qui est liée à l'expression, la communication. Il est dans le signe du Sagittaire. Alors, évidemment, on va me rétorquer que Mercure, il est en exil. Puisque le signe de maîtrise de Mercure n'est autre que les Gémeaux. Alors vous savez ce que je pense, moi, de la théorie des planètes en détriment ou en débilité, selon le vocabulaire que l'on adopte. Pour moi, une planète, quoi qu'il en soit, garde ses valeurs intrinsèques. Donc Mercure reste Mercure, et là, eh bien, il est vrai, il est au service de Jupiter. Donc c'est un Mercure plutôt jovial, c'est le cas de le dire, plein d'enthousiasme, de débordement, donc qui peut l'amener à peut-être perdre un petit peu de son acuité, de ses capacités de concentration, parce qu'un Mercure très gourmand, en fin de compte, très jupitérien, d'où le fait que Albert Camus a touché à tous les secteurs que je viens de vous décrire, à savoir donc romancier, dramaturge, nouvelliste, journaliste, etc., etc. Il y avait là une gourmandise, un appétit intellectuel indéniablement fort, relayé avec Uranus qui lui a donné sa singularité, parce que c'est un homme quand même qui s'est quand même démarqué, et tout à l'heure vous verrez en quoi. En même temps, ce Mercure est au sesquicarré, vous voyez, de Mars, donc il y a quand même également le côté combattant chez lui, l'engagement, et puis sesquicarré à Vénus, ce semi-carré, veuillez me pardonner, à Vénus, il n'est pas bien méchant, ce semi-carré à Vénus. Sa vie sentimentale a été assez, c'est vrai, comment pourrais-je dire, c'était un grand séducteur, mais il a eu une vie sentimentale quand même qui n'a pas été aussi heureuse que ça, au fond, quand on y pense bien, quand on prend le temps de réfléchir. Vous voyez, cette Vénus natale est au carré de Mars, au semi-carré de Mercure, et Mercure est au sesquicarré de Mars, voyez. Il y a une coloration martienne dans tout ça qui peut marquer une douleur. Je vous invite à lire la correspondance avec Maria Casares, qui est une correspondance magnifique. Alors c'est toujours avec un petit peu de réserve qu'on aborde les correspondances.
ce qui est censé être privé, intime, qui est donné, comme je dis souvent, en pâture, au grand jour. Quelquefois, on peut avoir un petit peu de réserve à lire, mais vraiment, je vous invite à lire cette correspondance parce qu'elle est magnifique. Elle est de toute beauté. En plus, le destin qui a uni Maria Casares et Albert Camus, c'est vraiment le destin, vraiment. Une relation qui, comment dirais-je, qui relève des moments de grâce de la vie. Alors, ce fut une grâce douloureuse pour l'un et pour l'autre, puisqu'Albert Camus était marié avec une compagne qui avait des problèmes et qui avait recours aux drogues pour arriver à supporter la réalité. Ça lui était difficile et il est vrai que Camus était tellement séducteur que, évidemment, pour elle, il y avait peut-être une difficulté à vivre à côté d'un homme qui était également très très en vue, puisque ce fut une personnalité quand même à la fois dans le milieu artistique et intellectuel de premier ordre. Alors, qu'est-ce qui frappe dans son thème? On a un soleil qui marque l'ego qui est en Scorpion, vous voyez, au trigone de Mars, c'est sui carré Pluton. Sextile Jupiter, ce qui marque l'aura du personnage, même si Jupiter est dit en chute parce qu'il est en Capricorne. Mais on a quand même un encadrement du milieu du ciel par Pluton-Saturne. Ça, c'est quand même un encadrement qui n'est pas forcément des plus réjouissants. Et une petite anecdote, l'écrivain, le poète Max Jacob, qui est mort durant la Seconde Guerre mondiale en déportation, Max Jacob, donc, à l'œuvre également très très riche, s'intéressait beaucoup à l'époque aux arts divinatoires. Il pratiquait la cartomancie et il pratiquait l'astrologie. Il est l'auteur d'un livre d'astrologie intitulé « Le miroir de l'astrologie », coécrit par Claude Valence, qui n'était autre que Conrad Maurican. Et donc Max Jacob un jour dresse, comme on disait alors, l'horoscope d'Albert Camus, le rédige et le lui adresse. Et dans cet horoscope, il avait donc annoncé à Albert Camus qu'il mourrait très jeune et de façon dramatique. Ce qui l'avait amené à lui dire ça, c'était cet encadrement de Pluton et de Saturne dans son milieu du ciel. Et Camus avait été très frappé par l'étude, en général, que lui avait faite Max Jacob. Il avait gardé précieusement cette étude et il avait l'intention d'y apporter ses commentaires. Malheureusement, le destin en décidera autrement puisqu'il trouvera la mort en 1960, je vous en parlerai plus tard. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on a Pluton, Saturne qui encadre un milieu du ciel, je vous rassure tout de suite, si vous m'écoutez et que vous avez ces positions-là, surtout, ça ne veut pas dire que vous allez partir jeune et dans des conditions dramatiques. La lecture d'un thème, c'est toute une totalité. Et puis ensuite, vous savez, il y a la part d'intuition qui intervient dans l'interprétation d'un thème. Vous savez qu'une configuration dans deux thèmes, même place, même position, ne vont pas être vécues de la même façon. Donc je tiens tout de suite à vous rassurer, n'allez pas vous inquiéter parce que vous avez un milieu du ciel qui est encadré par Pluton et Saturne. Donc, mais cette position chez Albert Camus marque aussi le début de sa vie. Il est né donc en Algérie et dans un milieu très pauvre, mais vraiment c'était la misère son milieu. C'était pas du tout un milieu, on va dire, défavorisé, c'était la misère. Sa mère était analphabète, elle ne savait donc ni lire ni écrire. Et il y avait la grand-mère qui était très autoritaire, qui l'élevait à coups de bâton, et il était orphelin de père. Là, on retrouve Saturne-Pluton qui encadre le milieu du ciel, donc élevé avec une mère analphabète, qui entendait très mal, et une grand-mère qui était extrêmement dure, vraiment très très violente, donc début de vie extrêmement défavorisé. Donc Camus, c'est vraiment vraiment un destin, parce qu'il va présenter des aptitudes intellectuelles, et il va avoir la chance d'avoir un professeur qui s'appelle Louis Germain qui va tout de suite déceler les capacités du jeune Camus et qui va rendre visite à sa mère, laquelle mère ne comprend absolument rien
Et la grand-mère va quand même condescendre à accepter que le petit Camus aille à l'école poursuivre ses études et ensuite il regagnera l'Hippocagne et puis etc. Ça deviendra un brillant philosophe, bref. Voilà, donc début de vie complètement défavorisé. Et donc un homme qui, lorsqu'il parlait de la pauvreté, de la misère, il savait de quoi il parlait. D'ailleurs, il avait déclaré un jour « Je n'autorise à parler de la misère, de la pauvreté que ceux qui l'ont connu et qui en viennent. » Et ça avait fortement déplu à Jean-Paul Sartre qui avait répondu « On sait qu'il vient d'un milieu pauvre, mais qu'il l'oublie. » Réponse que je vous laisse le soin d'apprécier. Alors, on voit dans ce thème donc des valeurs à la fois combatives, Scorpion, Soleil-Mars, et puis cette Vénus qui est sur la pointe de la maison 2, au trigone de la Lune, au trigone de Saturne, au trigone du milieu du ciel, carré Mars et semi-carré Mercure. Donc Vénus, là, est quand même importante. Elle est sur la pointe de la maison 2. La maison 2, c'est la maison des dons que l'on reçoit à la naissance. Et ensuite, la manière dont on va mettre en action ces dons pour, parler prosaïquement, gagner sa vie. La maison 2, à l'origine, la maison du Taureau, c'est la maison de l'oralité. Il faut satisfaire les besoins. On voit que chez Camus, tout passe par le clavier vénusien. Il a une pointe de 2 en balance, sous la maîtrise de Vénus, et Vénus y est. Donc là, il y a une expression libre et entière du clavier vénusien, bien reliée à une lune en Verseau et à Saturne, qui va apporter de la structure et un petit peu de constance à ce beau trigone d'air, qui va faciliter les échanges et la communication. Et Vénus, c'est ce qui va lui donner sa pluralité aussi dans son champ d'expression. C'est-à-dire, ça ne va pas être... Camus, en fait, ce qui le rend attachant par rapport à d'autres, on va dire, figures de la classe intellectuelle, c'est que c'est pas un intellectuel dans le sens intellectualiste froid, sec du terme. Camus, c'était avant tout, à mon avis, un hypersensible et un humaniste. Et je vais étayer mon propos sur le plan astrologique. Voilà. Et c'est ce qui le rend attachant. Cette lune, vous voyez là, elle est sur la pointe de la maison 6. La maison 6, c'est la maison des petites gens, vous savez, la maison, on dit, du peuple. Il venait de là. Et ô combien, il venait vraiment du plus bas, cet homme. Bon. Et il avait toujours gardé cette sensibilité, cette proximité, ce côté plébéien, comme l'on dit. Il l'avait jamais perdu. C'était quand même, il fréquentait les grandes boîtes de Saint-Germain-des-Prés à l'époque et il dansait, il faisait la fête, alors que les intellectuels, eux, fréquentaient les lieux mais ils restaient assis. Il n'allait pas se lever pour se trémousser, comme il disait. Donc, il avait une attitude très singulière et en rupture. Et ça le rendait, évidemment, à la fois agaçant, mais extrêmement séduisant. Donc, on a l'expression de cette Vénus, là, très belle, et qui fait aussi que c'était un homme, effectivement, toujours d'une très grande élégance, extrêmement séduisant, avec une façon de s'exprimer qui était extrêmement claire, très bien articulée. Si vous avez l'occasion de l'écouter sur Internet, vous verrez. D'ailleurs, il y a même, je crois, l'enregistrement du discours qu'il avait tenu à Stockholm lorsqu'on lui avait remis le prix Nobel, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, donc il y avait chez lui cette dimension-là très très humaine. Alors, je vais m'attarder sur la conjonction Mars-Neptune, parce qu'elle est importante. En effet, Mars est le maître de son signe solaire et c'est le maître de la maison 8 par le Bélier. Bon, faut pas oublier la maîtrise de Mars sur le Scorpion. Jamais l'oublier en arrière-fond. Alors Mars-Neptune, c'est une configuration évidemment à prendre en compte parce qu'on ne peut pas trouver plus opposé que Mars et Neptune. Mars, planète de feu, tout en tension, qui avance, qui perfore, planète du désir, et Neptune qui est tout le contraire, planète de relâchement, un peu de mollesse, c'est une planète d'eau. Mars, c'est la guerre. On va dire que Neptune, c'est plutôt la planète pacifique, mais attention, parce que Neptune, c'est le dieu Poséidon. Donc Neptune, quelquefois, ça peut être des très grandes colères, ça peut être des tsunamis, ça peut être des tremblements de terre. Il faut se méfier de Neptune, attention. C'est une planète à double tranchant. Vous savez, il y a toujours une dialectique,
une bipolarité dans toutes les planètes et également dans tous les signes du zodiaque. Sur ce point, dans sa collection de ses 12 petits volumes, André Barbeau avait bien travaillé sur la dualité tempéramentale de chaque signe du zodiaque. C'est très important d'avoir ça en tête, parce que sinon on peut très bien avoir une vision, beaucoup trop dirigiste et beaucoup trop fixe des aspects. Il y a la dimension ambivalente. Alors Neptune, ça peut être effectivement la planète pacifique, mais comme ça peut être aussi le débordement de la colère, un débordement de violence qu'on ne contrôle pas, la marée qui s'abat, le tsunami, et dans la mythologie, souvenez-vous d'Ulysse, comment Poséidon lui mène la vie dure, c'est terrible, ce que Poséidon fait vivre à Ulysse. Alors, cette conjonction Mars-Neptune est donc une conjonction d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité. Et donc, évidemment, attention, quelquefois le sujet peut se laisser gagner par un débordement d'émotions. Et il y a ce qu'on appelle le phénomène de la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et quelquefois ça peut donner des gens qui vont rentrer dans des colères et des débordements de violence terribles. Ça peut donner ça. Ça peut aussi être sur un autre plan. Mars, qui est l'action, le désir, qui va épouser un idéal. Alors là aussi, ça peut donner des personnes qui vont s'engager dans un combat, un idéal, mais qui sera un idéal qui ne trouvera jamais à prendre forme et à s'incarner. D'ailleurs, ça peut donner des gens qui vont courir derrière des chimères, mais toute leur vie, ils vont être animés par ça. Ça peut donner quelque part un manque de réalisme dans l'action. Voilà. Parce que Neptune, c'est pas la planète de la réalité, vraiment pas. D'ailleurs, Neptune, c'est quoi? C'est l'axe Vierge-Poisson. Vous savez. Bon. Donc, ça peut donner des gens qui vont vraiment s'engager, qui vont mettre leur tripes, Mars, au service d'un idéal Neptune et s'y engager à fond au point de s'y perdre, de s'y diluer, mais qui iront jusqu'au bout. Bon. Alors, ensuite, il faut tenir compte, dans un thème astrologique, des aspects que ces deux planètes font, dans quel signe ils sont et dans quelle maison. Parce qu'il y a une différence entre une conjonction, une opposition, un carré, un sextile et un trigone. C'est la manière dont les gens vont vivre et intégrer ces deux valeurs. Donc il faut faire une distinction, parce que sinon, pourquoi y a-t-il des aspects en astrologie? C'est à se demander. D'ailleurs, ça avait été ma grande réserve quand j'avais débuté l'astrologie. J'ai écrit d'ailleurs un article à ce sujet. Dans les livres d'astrologie, à mes débuts, il y avait aspect harmonique, aspect désharmonique, ou aspect bénéfique, ou aspect maléfique, passé sur le vocabulaire. Et les astrologues, vous mettez trigone, sextile dans les aspects harmoniques sans distinction, et carré, opposition dans les aspects disharmoniques sans distinction aucune. Et je me demandais à ce moment-là pourquoi il y avait des angles de 90 degrés et des angles de 180 degrés, 180 degrés pour l'opposition, 90 degrés pour un carré, et des angles de 120 degrés pour le trigone et de 60 degrés pour le sextile. Pourquoi il y avait une distinction? Donc ça m'avait amené à beaucoup réfléchir sur la nature des aspects. C'est comme dans la musique, c'est les différentes octaves, les différentes tonalités qui s'expriment. Alors, chez Albert Camus, on voit qu'il y a une conjonction. Mars-Neptune. La conjonction, c'est l'œuf, c'est l'aspect le plus fort, c'est le démarrage, c'est de la conjonction que vont naître tous les autres aspects. Il a cette conjonction, donc c'est imbriqué. Donc Mars, qui est le maître de son ego, ne l'oublions pas, également maître de la 8, il y a quand même l'aspect de la maison 8 qui est là, et conjoint à Neptune. Donc on voit quelqu'un qui était porté par des valeurs humaines et qui s'est engagé. Il a été journaliste, mais un journaliste militant. Durant la Seconde Guerre mondiale, il avait dirigé le journal clandestin qui s'intitulait Combat, on est bien dans un clavier martien, au service de Neptune, qui était au service des valeurs humaines. C'était le journal qui, évidemment, combattait contre le nazisme. Ce Mars-Neptune également, c'est un homme qui a, beaucoup côtoyé et beaucoup écrit dans le milieu libertaire. Il a écrit beaucoup d'articles dans l'organe de la Fédération anarchiste d'alors qui s'intitulait Le Libertaire. D'ailleurs, les anarchistes considèrent Camus comme un compagnon de route. Et il a épousé. Alors, dans la cause libertaire,
La cause principale qu'il a épousée, c'était un objecteur de conscience. Il était contre l'armée. Évidemment contre la guerre, mais ça, bon, vous me direz, si on est un tant soit peu équilibré, on n'est pas pour la guerre, hein, tous. Mais lui, il s'est engagé également comme objecteur de conscience, c'est-à-dire qu'il a milité aux côtés de Louis Lecoing, qui était l'homme qui a permis d'obtenir un statut d'objecteur de conscience, parce qu'à l'époque, quand on refusait l'appel, l'appel pour partir, donc faire son service militaire, c'était la prison. On allait ce qu'on appelle en forteresse. Voilà. Et il y a eu un combat qui a été mené par Louis Lecoing, qui était un militant libertaire, et Albert Camus a milité aux côtés de cet homme, aux côtés d'André Breton, pour obtenir un statut d'objecteur de conscience. On voit là la dialectique de l'opposition entre Neptune et Mars. Mars qui est la guerre, Neptune qui est plutôt le côté pacifique. Mars qui vient aussi émousser le tranchant, Neptune qui vient émousser le tranchant de Mars. Mars-Neptune, ça peut être aussi l'aspect, vous savez, du coup d'épée dans l'eau. Les actions qui, en définitive, n'arrivent jamais à leur objectif. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, l'épée tombe dans l'eau. Voilà, ça peut être ça. Mais chez Camus, on voit qu'il y a eu cet engagement, là, pour cette cause, aux côtés de Louis Lecoing. Alors, autre élément aussi qui est à noter, l'aspect libertaire, c'est l'aspect ni Dieu ni maître. Voilà. C'est un aspect qui est en fin de compte très prométhéen, la dimension libertaire. Alors, j'ai cherché dans son thème, on voit toujours souvent des gens qui ont cette tendance, ni Dieu ni maître. On a donc soit des oppositions Jupiter-Mars, des oppositions Soleil-Jupiter qui vont être reliées par un carré de Mars, par exemple. Alors dans son thème, ça saute pas immédiatement aux yeux. Je dis bien, ça ne saute pas immédiatement aux yeux, mais on a un Jupiter qui est quand même le principe de l'autorité qui est en chute, déjà. Ensuite, on a un Mars en Cancer qui est également en chute, puisque Mars est exalté dans le signe du Capricorne. Autrement dit, Jupiter qui est exalté en Cancer, Mars qui est exalté en Capricorne, les deux sont dans leur signe de chute, déjà. Donc on voit déjà que chez Camus, le principe d'autorité était déjà, n'était pas une évidence chez lui. Voilà. Prendre le pouvoir, c'était pas sa tasse de thé. Déjà uniquement par cette position. Ensuite, on rajoute quand même le côté très Scorpion. Le Scorpion est un signe qui est quand même très individualiste. C'est pas un signe qui aime se faire commander, qui aime se faire mener. Soyons clairs. Voilà, c'est plutôt un signe qui mène sa route. C'est plutôt un signe qui est plutôt axé vers un individualisme plutôt qu'un collectivisme, le Scorpion. Voilà. Il peut très bien faire partie d'un collectif, mais sans jamais réellement se fondre à l'intérieur. Mais on a quand même cependant, dans son thème, c'est là que c'est intéressant, un soleil au trigone de Mars et au sextile de Jupiter. Voyez, donc, il y a quand même cette force qui est là, sous-jacente, qui existe, mais tout au moins, Albert Camus n'était pas l'adepte de l'autoritarisme. Il faut faire la différence entre l'autorité, qui est quelque chose de naturel chez un être, et l'autoritarisme qui est, l'exercice, l'abus du pouvoir. L'autoritarisme, c'est quelqu'un qui ne va pas être capable de se faire entendre par les mots, mais qui va avoir recours au coup de poing sur la table. Voilà. Donc, il y avait chez Camus ce principe d'autorité respectée, mais ce négation du pouvoir et de l'autoritarisme et de l'asservissement de l'un sur l'autre. Vous rajoutez que Mercure est quand même jupitérien et au sextile d'Uranus. Ça marque là aussi un côté prométhéen chez lui. Bon, il est évident que Mars-Neptune peut aussi se rencontrer dans des expériences mystiques de mortification. C'était pas un mystique, Camus, il était plutôt plus dans l'immanence que dans la vision de la transcendance quand on lit son œuvre, ce qui le rend encore beaucoup plus proche de nous. Que vous dire d'autre ? Alors oui, cette lune en Verseau, la lune c'est ce qui marque l'âme, c'est la partie inconsciente d'un être, il l'a dans le signe uranien, donc il y avait quand même chez lui un besoin également d'aller de l'avant sans arrêt. C'est un homme qui était aussi quand même tourné vers l'avenir, indéniablement. C'était pas un passéiste,
À mon avis, c'était un homme qui avait des visions toujours sur l'humanité, mais une humanité en évolution constante. Chez lui, les choses n'étaient pas arrêtées. Alors, autre élément avec cet encadrement Saturne-Pluton, eh bien, dans sa réflexion philosophique, pour lui, la seule question philosophique qui vaille la peine d'être posée, c'est la question du suicide. Oui. Donc on voit bien là la valeur plutonienne, saturnienne qui encadre son milieu du ciel. Pour lui, la seule question philosophique qui vaille la peine d'être posée, c'est le suicide. C'était quand même très absolu, et là on est vraiment dans les valeurs du Scorpion. Autre élément sur lequel aussi il a écrit une trilogie sur l'absurde. Il y a 3 livres qui traitent de la notion de l'absurde. Il y a le mythe de Sisyphe, je crois qu'il y a je me demande s'il n'y a pas la chute. Je n'ai plus en tête, veuillez me pardonner parce que l'œuvre de Camus est vraiment abondante. Vous savez, c'est une œuvre qui est très riche, très grande. Il avait travaillé sur l'absurde. Je me souviens avoir lu, quand j'étais plus jeune, son triptyque, Raisonnement sur l'absurde, le mythe de Sisyphe étant un livre absolument remarquable. Vous savez, le mythe de Sisyphe, ce dieu qui roule sa pierre, il la redescend et la remonte sans arrêt. La répétition infernale. Sa singularité aussi va se manifester par le fait qu'il va écrire un ouvrage qui va le mettre complètement en rupture avec ses pairs. Il écrira en 1951 un livre qui s'appelle « L'homme révolté », dans lequel il va fustiger le stalinisme, tous les régimes autoritaires, et à l'époque, la grande majorité des intellectuels étaient affiliés au Parti communiste. Et lui, il va foutre un grand coup de pied là-dedans. Il va tout démolir et il va se mettre toute l'intelligentsia à dos. À ce moment-là, il va se retrouver vraiment tout seul. C'est là où il va y avoir la rupture nette avec Jean-Paul Sartre. Et il va se mettre tout le monde à dos. Toute la classe intellectuelle à dos. Et on ne peut pas lui donner tort de donner un coup de pied dans le stalinisme. Il va voir clair et il va tout démanteler. Quelques intellectuels l'avaient déjà vu avant. Il y avait eu André Gide également, qui avait fait son voyage en Russie et qui ne s'était pas du tout fait berner, qui avait vu très clair. Et quand il était revenu en France et qu'il avait commencé à dénoncer ce qu'il avait vu, évidemment, on l'avait accusé d'être un contre-révolutionnaire. Les procès de Moscou ont été dénoncés aussi par Gide et par André Breton et d'autres. Il y a eu d'autres intellectuels, mais ils étaient fort peu nombreux. Et Camus jouissait d'une très grande popularité, d'un très bel aura à l'époque. Donc, son livre a eu un énorme retentissement. Et là, vous voyez, ce petit semi-carré Jupiter-Lune qui existe, lui a amené de la part de ses pairs une impopularité et il s'est retrouvé complètement marginalisé. À ce moment-là, donc on retrouve à la fois Mercure sextile Uranus, sa singularité, se détacher du troupeau, et puis le semi-carré Jupiter-Lune qui lui a amené cette vague d'impopularité dans cette classe intellectuelle à l'époque qui, comment dirais-je, rampait sur le tapis stalinien. Autre élément aussi qui va nous ramener à cette conjonction Mars-Neptune, c'était au moment de la guerre d'Algérie. Alors lui, c'était sa terre, et il ne pouvait pas concevoir qu'il puisse y avoir une guerre là-bas, parce que c'était quelque part, évidemment, un pacifiste, Camus. Mars-Neptune, là, il l'a joué, lui, sur le plan du pacifisme. Il a livré un combat, mais c'était un combat non violent. C'était un adepte de la non-violence, Camus. Il faut comprendre ça, il faut avoir ça vraiment présent en tête pour ne pas prendre une fausse route. La guerre d'Algérie éclate, et là, il va être pris évidemment dans un tiraillement intérieur, sa terre d'origine, qu'il a toujours aimée toute sa vie, et il va avoir cette phrase entre la justice et la vie de ma mère, je choisis la vie de ma mère. Alors vous imaginez, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Imaginez comment ça a été traduit à l'époque, et là, on voit toute la part d'affectivité de Camus qui s'exprimait. Mars-Neptune dans le signe du Cancer, le signe donc de la Lune
de l'affectivité. Donc c'est pour ça que je dis que c'était un être hyper affectif. Et là, il s'est laissé gagner par l'affectif, l'émotionnel. L'intellectuel là a été mis de côté et il sort cette phrase: entre la justice, Jupiter, et ma mère, je choisis ma mère. Donc on est Mars-Neptune là. Là le combat, là ça y est, dissous. Là. On voit l'affectivité qui reprend le pas et là le côté intellectuel est mis de côté. Et évidemment, il va traîner cette déclaration-là toute sa vie. Beaucoup vont lui reprocher jusqu'au bout et encore aujourd'hui, beaucoup, voire même le condamnent sur ce plan-là. Mais quand on voit son thème, on comprend à quoi ça a répondu. Alors, maintenant, je vais passer à des événements importants de sa vie. Alors, on lui a accordé le titre prestigieux, le prix Nobel de littérature. On lui a donc décerné le prix Nobel de littérature. Alors, que je vous montre le thème. Il est où ce thème? Le prix Nobel de littérature, voilà. Le 16 octobre 1957, il apprend qu'on lui décerne le prix Nobel de littérature. Alors là, vous avez à l'extérieur les transits, et à l'intérieur, vous avez le thème de naissance. Regardez, attendez, je vous les mets côte à côte, dans un temps, voilà, le ciel du 16 octobre 57. Ne tenez pas compte de l'heure, évidemment. J'ai pas l'heure, mais la Lune était de toute façon dans le signe du Cancer à ce moment-là, elle se promenait dans son milieu du ciel. Elle était au trigone de son soleil natal et regardez l'encadrement qu'il y avait en balance, qui se superposait sur sa Vénus natale. Regardez ça. Il y avait un alignement Jupiter, Mars, Mercure, Soleil. Sur sa Vénus natale, au trigone de la Lune, de Saturne et du milieu du ciel. Magnifique. Et vous rajoutez la petite cerise sur le gâteau que j'ai vu, Vénus à ce moment-là transitait son Mercure natal. La reconnaissance de son œuvre, Vénus, pile en conjonction à ce moment-là. Vous voyez, il est bon de regarder aussi les rapides. Et la Lune, qui était en Cancer dans son milieu du ciel, dans sa maison 10, au trigone du Soleil. Opposée à Jupiter, mais là, la Lune est très rapide, elle avance de 1 degré toutes les 2 heures. Vous savez, donc la mobilité de la Lune est telle qu'il faut toujours être très souple dans les interprétations que l'on en fait. Mais vous voyez cet encadrement qui était absolument magnifique. Donc il l'apprend le 16 octobre, ou le 17, il y a un peu de... on ne sait pas trop, j'ai fait une recherche, mais je crois que c'est le 16 octobre. Et on va le lui remettre au mois de décembre, à Stockholm, là où il va faire son très beau discours que je vous invite également à lire. Vous avez toute l'œuvre de Camus qui a été rééditée chez Gallimard. Vous l'avez en folio, en poche, tous ses écrits, même les écrits qu'il a fait au journal Combat. Vous avez ses carnets aussi qui sont magnifiques, ce sont des réflexions. Bref, l'œuvre de Camus est une œuvre pour moi importante. Alors certes, je retire le thème du Nobel, je reviens à son thème de naissance pour vous dire une chose. J'avais fait une étude sur les philosophes. J'étais parti du constat. Qu'est-ce qu'on doit trouver en priorité dans les thèmes des philosophes? Et j'avais dégagé des tonalités, signes, planètes et maisons qui devaient revenir d'une façon récurrente. Et je vous renvoie sur mon site internet. C'était une étude écrite que j'avais faite. Elle n'est pas en vidéo. Et j'avais donc inclus Camus. Et à ma grande stupéfaction, Camus ne cochait pas les cases que j'avais retenues. Autant, Alain Badiou, Luc Ferry, Alain Finkielkraut, Michel Onfray cochaient les cases, autant lui les cochait pas. Alors ça m'avait laissé un peu perplexe. Et au bout du compte, je me suis dit qu'effectivement, on retient Camus pour son œuvre humaniste, pour ses pièces de théâtre, pour ses romans, mais pas vraiment pour sa pensée philosophique. Il n'est pas réputé étant le philosophe le plus important de l'histoire du monde de la philosophie. Alors, je dis ça par rapport à la hiérarchie qu'on établit parmi
dans la pensée philosophique, c'est pas la pensée qui est la plus marquante. C'est pas le philosophe que l'on étudie toute une vie, c'est pas Spinoza, vous voyez, par exemple. Hein. Voilà, donc j'ai compris à peu pourquoi, parce qu'en fin de compte, c'était avant tout un artiste, un créateur, dans lequel sa pensée philosophique est passée. Mais c'était pas un intellectuel froid et sec. Ce qui fait que les critères que j'avais retenus ne ressortaient pas, hormis le Saturne en maison 9, mais c'était un petit peu léger. Alors d'ailleurs, il y a le phénomène entre Michel Onfray et Albert Camus. Vous savez que Michel Onfray a une très grande admiration et un très grand respect pour Albert Camus. C'est aussi une complicité d'origine, puisque Michel Onfray est issu d'un milieu très, très simple. Et il y a là ce qu'on appelle une identification qui s'est faite sur Albert Camus, hein, du côté de Michel Onfray. Voilà. Alors donc, le Nobel lui est remis en 1957, ce qui est quand même un titre absolument suprême, hein, soyons clairs. Là, il a coiffé tout le monde. Hein. Et bien évidemment, la prévision de Mac Jacob mourrait très jeune d'une façon tragique. Alors je tiens à signaler aussi qu'Albert Camus savait qu'il ne vivrait pas très longtemps. Parce qu'il avait un grand problème de santé, il avait un poumon en moins, et il était très très fragile des poumons, et plus le temps passait, plus il avait de difficultés sur le plan respiratoire. Donc il était de toute façon appelé à avoir une vie brève. Alors Saturne est dans le signe des Gémeaux, vous savez que le Gémeaux régit les voies respiratoires. Alors nous ne sommes pas dans une maison qui est liée à la santé. Je suis bien conscient que ce que je vous dis là est tiré par les cheveux. Mais on a quand même cette tonalité de Saturne qui est un restrictif, hein, qui tend à resserrer. C'est une planète plutôt de suffocation. Saturne, il est dans le signe respiratoire, signe des Gémeaux. Bon, mais c'est un peu... Je reconnais que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Bon, ensuite, on a un soleil qui est le maître de la 12, qui est quand même une maison d'épreuve, une maison qui est liée à la santé. Bon, ce soleil en soi est quand même au trigone de Mars, il est quand même bien soutenu. Un sesqui carré quand même à Pluton. Bon, voilà. Mais toujours est-il qu'il ne meurt pas de sa maladie, il va mourir tragiquement dans un accident de voiture en janvier 1960. Alors, j'ai regardé les configurations pour ce moment-là. Alors, voilà. Là, ce sont les transits pour le 4 janvier 1960. Vous voyez là, à droite. Là. Voilà. J'ai regardé les transits. Non, pardonnez-moi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je vais vous montrer en premier. Ça, c'est la révolution solaire. Alors, les transits, je vais vous les montrer là directement. Je n'avais pas fait le thème, veuillez m'excuser. 4 janvier 1960. Voilà les transits au 4 janvier 1960. Transit à l'extérieur, hein, vous êtes au courant. Tenez, je vous les mets côte à côte, comme ça vous pouvez avoir un meilleur aperçu. Voilà. Alors, j'ai rien noté de réellement significatif là aussi, mais quand même je vais vous mettre en lumière certains détails. Alors certes, on a un Mars au fond du ciel quand même, qui est opposé à Saturne et au milieu du ciel. Bon, mais c'est pas la première fois que Mars y passe là. Vous savez, Mars a un cycle de 2 ans. Hein. Bon, certes, il y a une conjonction Jupiter-Mars qui est là. Bon, mais pour moi, ça ne me satisfait pas pour annoncer cet aspect tragique. Ensuite, on a Pluton en transit en 12 qui est au carré de Mercure là. Mercure en maison 3, c'est le Mercure des déplacements. Hein. Bon. Mais ce carré de Pluton et Mercure, il s'installe là. Mercure est lent, vous savez. Donc ce carré, il a duré un bon petit moment. Alors, une chose aussi que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand même, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Albert Camus, c'était quand même un homme qui passait par des moments de grands effondrements intérieurs, des moments sombres, des moments dépressifs sans doute. C'est pas à rien d'ailleurs qu'il a dit que le suicide était la question philosophique essentielle. C'est pas un hasard, vous savez. Si vous lisez la correspondance avec Maria Cazares, vous verrez, il y apparaît à nu
Et c'est un homme qui passait par des vagues de profond, profond et grand désespoir. Hein, quand même. Et donc là, on a ce Pluton carré Mercure qui a marqué aussi un moment de sa vie assez difficile. Hein, semi-carré Vénus, vous voyez, tout de même. Mais de là à augurer d'un accident aussi fatal et terrible, alors certes, il y a une conjonction Soleil-Saturne au fond du ciel, c'est vrai, qui existe, on peut pas... Saturne, là, est assez fort parce qu'il est dans son signe, le Soleil était conjoint à Saturne, mais ça m'apparaît un peu léger comme élément astrologique. Alors maintenant, j'ai été plus loin parce que je voulais quand même regarder toutes les possibilités. Alors là, maintenant, nous allons ensemble explorer les directions secondaires. Voilà. Les directions secondaires, c'est toujours très intéressant à observer, vous savez. Alors là, les directions secondaires sont un petit peu plus éloquentes. Regardez, nous avons un Soleil, là, progressé, qui est à 0 degré du Capricorne dans la maison 4, opposé à Pluton. Opposition exacte. Alors dans les directions secondaires, les planètes lentes ne bougent pas, ce sont les planètes rapides et puis les axes qui se déplacent. On a un Soleil au fond du ciel, vous savez que la 4 c'est le début et la fin des choses, dit-on. On a donc le Soleil qui est le symbole de la vie, qui est opposé à Pluton, un Soleil saturnien de surcroît. Et on a la Lune, elle, avec l'ascendant progressé conjoint qui est au carré d'Uranus. On a donc les deux luminaires, là, qui sont assez critiques. D'accord ? Bon. Et puis après, évidemment, on peut explorer plus loin, mais c'est l'élément le plus frappant. Et puis on a un fond du ciel qui s'aligne sur Uranus, également, vous voyez, en direction. Voilà l'élément un petit peu plus parlant d'une fragilité au niveau général. Alors là, je vous dirais que difficile d'augurer ce qui lui est arrivé, hein. Mais tout au moins, on a là quand même un Soleil, on voit que la vitalité, et c'est vrai que on est arrivé dans les années 60, son état de santé se dégradait de plus en plus sur le plan pulmonaire et il n'y avait rien pour le soigner à ce moment-là. Alors ça, ce sont les directions secondaires. Et puis, j'ai regardé quand même aussi la révolution solaire. Et c'est celle qui partait le 7 novembre 59, puisqu'il est mort en janvier 60. Hein, donc c'était sa révolution solaire de 59. Alors, le lieu, j'ai pris Paris, je ne sais pas à quel endroit il était, hein, mais je sais qu'il était en France. Hein, voilà. Donc l'ascendant peut-être varier selon l'endroit où il était, mais il était en France. Alors voilà sa révolution solaire. Elle est quand même assez intéressante. Vous voyez, on a une conjonction Soleil-Mars-Neptune au carré du milieu du ciel, au carré de la Lune. Vous voyez, on a quand même un aspect là, une conjonction comme ça. Moi, je sais qu'une personne, je vois ça, je l'aurais mise en garde, c'est dans sa maison 1, au niveau de santé, au niveau général, mais surtout, c'est quand on superpose. Regardez. Alors évidemment, le Soleil sur le Soleil, c'est normal, c'est la révolution solaire. Mais regardez, ce qui est quand même très parlant là. On a son Saturne de révolution solaire là aussi qui est dans sa maison 4. Et on a surtout, on retrouve la formation du cycle Mars-Neptune qu'il avait au natal, mais là qui va toucher le Soleil, qui est quand même le principe de la vie, le Soleil qui est le maître de la maison 12 au natal, vous me suivez bien, hein, voilà. Et puis surtout, ce qui est très marquant, c'est la conjonction Jupiter-Mercure sur son Mercure natal, la maison 3, la maison des déplacements, le tout au carré de Pluton. Ça, par contre, c'est significatif. Et ça, moi, en consultation avec une révolution solaire, je vois ça, j'aurais mis la personne en garde, je leur ai dit, faites attention durant vos déplacements, évitez le plus possible de vous déplacer en voiture, etc., etc. Ça aurait été une mise en garde que j'aurais faite avec un Pluton en transit dans la 12 natale, au carré de Jupiter-Mercure, Jupiter qui va forcément amplifier. Alors, c'est le destin. Excusez-moi d'employer ce mot, mais moi, vous savez, depuis le temps que je consulte entre le libre arbitre et le déterminisme, vous savez, je suis incapable de trancher. Ce n'était pas lui qui conduisait, c'était un fils Gallimard. Normalement, il avait un billet d'avion. Il devait prendre l'avion et au dernier moment, il a décidé de partir en voiture. Et ce n'était pas lui qui conduisait. La voiture est allée s'encastrer dans un arbre et c'est lui seul qui a trouvé la mort. Voyez. Donc vraiment... il y a des moments où le fatum frappe et voilà,
qu'est-ce que vous voulez, vous voyez, il y avait même Pluton, vous voyez là en transit, qui faisait un semi-carré à sa Vénus natale. Vous voyez, le Pluton de transit est au semi-carré de sa Vénus natale. Et puis le Pluton aussi dans la 12, qui partait quand même de la 10, qui était son maître de signe solaire, qui rentrait dans la 12. Évidemment, vous savez, la maison 12 est une maison qui circonscrit, c'est ce qui nous arrive dans le dos. Et quand Pluton arrive là, quelquefois c'est la part d'ombre. Vous savez que Pluton c'est aussi notre part d'ombre, c'est aussi le bilan, c'est très compliqué. Donc voilà un petit peu les positions pour moi significatives du jour de sa mort. Alors, je ne vais pas quand même conclure sur cette note sombre, je vais quand même revenir à son thème. Alors vous voyez, c'est un soleil scorpion, mais c'était pas le scorpion bourbeux, vous voyez. Vous avez des types de scorpions, vous savez. Le scorpion, il a deux animaux emblématiques. Il a un aigle et il a un serpent. Alors vous avez des scorpions qui restent vous avez des scorpions qui vont rester dans le serpent, et puis d'autres qui vont essayer de se dresser vers l'aigle. Voilà. Il y a plus de panache pour moi à être un aigle qu'un serpent. Soyons clairs. Bon. Et vous avez un type de scorpion qui va rester dans le Pluton bourbeux, qui va se plaire à nager dans les marécages de la vie, les marécages de la psyché humaine. Bref, le scorpion qui va faire les poubelles de l'humanité. Il va s'y plaire. Alors ça peut vous donner d'excellents détectives, d'excellents criminologues, bien entendu, mais voilà. Et puis après, vous avez le Pluton qui va être joué au niveau de la matière première alchimique, c'est-à-dire arriver à transmuter la matière vile en or, pour arriver à une forme de sublimation, voire de transcendance. Parce que Pluton, en quelque part, on peut aussi y voir une note de possibilité de transcendance. Je m'explique. Uranus a un cycle de 84 ans. Neptune a un cycle de 168 ans à peu près. Donc, Neptune est le double du cycle d'Uranus. Et ensuite, Pluton, lui, il a un cycle de 145 ans. C'est l'addition du cycle d'Uranus et de Neptune. Donc, Pluton contient à la fois Neptune et Uranus. Donc, c'est une possibilité aussi de parvenir à une sublimation, à une forme de transcendance. Et Camus a essayé, en tant qu'être humain, évidemment, d'être dans cette dimension-là de Pluton, une transformation en essaye d'extraire, de trouver la part de lumière dans les zones obscures. C'est pour ça que souvent, vous allez trouver dans des thèmes de psychanalyse, de psychothérapeute, des Plutons très forts, quelquefois en relation avec le Soleil ou avec Jupiter. Jupiter-Pluton, c'est le guide dans le monde des ténèbres. Vous savez, les astrologues en Inde appellent Jupiter le gourou. Gourou signifie étymologiquement celui qui dissipe les ténèbres. Jupiter-Pluton, c'est pas forcément le symbole de la mafia, comme je l'entends souvent. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être également ça. Si vous avez affaire au Pluton Scorpion bourbeux, ça va être le culte de la malhonnêteté, le côté malhonnête, obscur. Mais ça, bon, tout dépend évidemment du niveau de conscience de chacun. Et une chose est sûre, quand on voit un thème astrologique, on n'a pas le niveau de conscience de quelqu'un. C'est un mystère. Et je dirais tant mieux que ce point-là reste mystérieux. Ça fait partie de la vie. À quelle octave un être va interpréter sa partition musicale céleste, c'est un mystère. On ne peut pas le savoir. Au vu simplement de son thème, il faut avoir la personne devant soi et échanger avec elle. Et là, on peut avoir une idée. C'est les notes de prudence quand on fait de l'astrologie. Tout au moins, c'est ce que j'ai appris au fil de ma pratique. Voilà. Alors donc, le thème de Camus était un thème aussi qui n'hésitait pas à descendre dans les ténèbres, qui n'avait pas peur, mais c'était ses propres ténèbres à lui. Mais il ne s'est jamais laissé emporter au point de les déverser sur les autres. Neptune est quand même le maître de sa maison 7, vous voyez, conjoint à Mars. Il y avait un engagement aussi pour les autres. Voilà, la 7 étant la maison de l'alter ego. Je ne vous apprends rien. Donc on a à la fois Jupiter et Neptune. N'oublions pas la maîtrise de Jupiter sur le signe des Poissons. Écoutez, je vais arrêter ici mon exploration du thème d'Albert Camus. J'espère que cela vous aura intéressé.
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager. Les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, à mon site internet. Si vous avez envie de découvrir votre thème natal, n'hésitez pas à venir vers moi. Je donne des consultations à distance ou en privé. Enfin, vous me direz, les deux sont en privé, de toute façon. Voilà. J'espère vous avoir donné l'envie de découvrir Albert Camus. Actuellement, il y a au cinéma l'adaptation de son premier roman, L'étranger, qui a été fait par François Ozon. Je n'ai pas vu le film, il paraît qu'il est très bien réalisé, les critiques sont assez unanimes. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est un roman très étrange. Vraiment, je vous invite à le lire. Il y a une distance. Là, on a une lune verso, c'est très étrange. On a un personnage, on a l'impression qu'il est dénué complètement d'affect. C'est très étrange ce livre, vraiment, vous verrez. Très très surprenant. Puis après, vous avez ces écrits plutôt philosophiques qui sont le mythe de Sisyphe. Et puis aussi beaucoup de pièces de théâtre, énormément. Et puis après, ses carnets, et puis son manuscrit qu'on a retrouvé bien longtemps après sa mort, qui s'appelle, je crois, Le Premier Homme. Je crois, c'est Le Premier Homme ou Le Dernier Homme, je suis pas sûr. Excusez-moi, j'ai un petit flottement au niveau de la précision, voilà. Mais l'œuvre de Camus est très abondante, et c'est une œuvre qui nous invite à réfléchir sans arrêt. Il met le doigt sur les forces et les fragilités de l'être. Voilà. Et là, on trouve le côté inquisiteur du Scorpion, qui n'a pas peur d'aller toucher dans les zones sensibles. Trigone Mars, en plus, en Cancer avec Neptune. Ce qui le mettait dans un état d'hypersensibilité et certainement d'hyperémotivité. Voilà, eh bien écoutez, j'arrête là mon bavardage. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.